Et nous prenons tout de suite la direction du Forum économique de Davos qui ouvre aujourd'hui. Laure Closier, on vous retrouve sur place. La semaine s'annonce chargée. Absolument, la semaine s'annonce extrêmement chargée, évidemment, avec Donald Trump qui va venir mercredi et qui parlera à 14h45 pour 45 minutes. On en parle avec Gilles Mouek. Bonjour, vous êtes chef économiste d'AXA, ce forum de Davos qui s'ouvre quand même dans une ambiance particulière. On pensait la guerre des tarifs terminée, on est en plein dedans. Oui, tout à fait, parce que l'année dernière, si on se souvient de la même réunion ici à Davos, le débat se focalisait beaucoup sur l'agenda de dérégulation du président Trump, un peu moins sur la guerre commerciale. La guerre commerciale est vraiment intervenue à partir du mois d'avril. Et là, la question qui se posait, je pense, à la plupart des participants en venant, c'est est-ce que 2026, c'est l'année de la normalisation finalement de l'administration américaine, après une année 2025 très radicale? Est-ce qu'on va finalement atterrir sur quelque chose de plus traditionnel? Et on a la réponse depuis quelques jours, avec au contraire d'abord l'intervention au Venezuela et puis bien sûr maintenant ces droits de douane supplémentaires sur 8 pays européens. Et donc c'est vrai que pour l'instant cette phase de normalisation américaine est encore une fois repoussée. Alors face à l'annonce de Donald Trump de dire je vais rajouter 10% de plus aux 15% qui sont déjà appliqués à 8 pays européens, Emmanuel Macron propose d'utiliser l'arme anti-coercition européenne. Qu'est-ce que c'est? Alors l'arme anti-coercition, c'est un instrument de rétorsion fondamentalement, de représailles contre un partenaire commercial qui se livrerait en fait à une pression sur nous, une pression sur les pays européens, et elle permet d'aller au-delà de l'approche habituelle qui se concentre essentiellement sur les droits de douane, sur les biens, et qui peut aller par exemple beaucoup plus fortement sur les échanges de services, par exemple sur les services digitaux, et on sait que là le rapport de force est assez différent entre les États-Unis et l'Europe, puisque les États-Unis ont un surplus commercial vis-à-vis de l'Europe en matière de services et essentiellement en matière digitale. Donc c'est là où ça fait entre guillemets plus mal pour les Américains. Mais ça veut dire concrètement, Gilles, j'interdis à Microsoft ou à Meta d'avoir accès aux consommateurs européens. C'est possible ça ? On peut imaginer bien des choses parce que l'arme anti-coercition n'a jamais été appliquée jusqu'à maintenant, mais c'est en tout cas la menace qui la sous-tend. Alors on ne sait pas s'il sera utilisé. Il y a plusieurs approches et à l'intérieur même de l'instrument anti-coercition, il y a plusieurs gradations, il y a plusieurs étapes. J'ai l'impression que ce que les Américains essaient de mettre en place, ce que les Européens essayent de mettre en place depuis ce week-end, c'est une espèce de riposte graduée. On parle de la réactivation, par exemple, du paquet de mesures traditionnelles, cette fois-ci, de 93 milliards d'euros sur les produits américains, j'allais dire les produits habituels, le bourbon, etc. On évoque la menace de l'instrument anti-coercition pour, en fait, aboutir à des négociations, sachant que les droits supplémentaires américains ne s'appliqueraient qu'à partir du 1er février, donc on a encore un peu moins de 2 semaines de négociations. Donc on essaie de créer un rapport de force. Comme d'habitude, c'est le début de la négociation, en fait. C'est, j'ai l'impression, le début des négociations, mais qui va probablement être assez dur. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, le consommateur américain, c'est pas complètement la politique étrangère qui l'intéresse, mais c'est l'affordable crisis. C'est le mot qui a émergé ces derniers mois dans les médias américains. C'est partout. Là, Donald Trump a besoin absolument d'une baisse de taux. Il a besoin d'une baisse de taux, d'où la pression sur la Fed qui ne cesse de monter. Là encore, on attendait une espèce de normalisation puisque le mandat de Jerome Powell se termine de toute manière au mois de mai. Donc, entre guillemets, la présidence américaine n'avait plus que quelques mois à attendre. Mais on remet effectivement un peu de pression dans le système à un moment où j'ai l'impression que ce qui importe maintenant pour Donald Trump, ce n'est pas simplement ou pas essentiellement la position de Jerome Powell, on la connaît, c'est plutôt ce qui viendra après, c'est de maintenir une pression sur l'ensemble du FOMC post-mois de mai. Mais juste une chose, quand vous interrogez les ménages américains, c'est vrai, comme vous le dites, qu'ils s'intéressent assez peu à la politique étrangère, mais il y a quand même un lien entre cette fameuse crise de l'affordability et ce qui se passe sur les relations commerciales. Il y a en ce moment aux États-Unis le début d'une espèce de réaction, d'opposition à ces politiques commerciales quand même très dures qui ajoutent en fait à la pression inflationniste. Mais alors, du coup, cette pression inflationniste, on la voit pas encore dans les chiffres. Est-ce qu'elle va arriver? Elle va venir? Parce que quand on regarde les chiffres de l'inflation américaine, ils sont pas très inquiétants. Il y a une espèce de stabilisation. Il y a une stabilisation depuis 2 mois, mais il faut faire très attention parce que les mesures d'indice des prix à la consommation ont été très perturbées par le shutdown, puisqu'on n'a pas pu faire les relevés de prix habituels. Donc vous dites que les chiffres sont pas bons?
Attention aux chiffres aux 2 derniers mois. On en saura, je pense, davantage au mois de janvier, mais c'est vrai que l'inflation n'a pas explosé. Elle reste quand même supérieure à l'objectif de la Fed. Et puis il y a d'autres indicateurs qui sont importants. On a aussi une politique migratoire très dure. Et on commence à voir dans les secteurs qui sont très intenses en main-d'œuvre immigrée une accélération des salaires. C'est le cas, par exemple, dans le secteur de l'hospitalité, le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Parce qu'on manque de monde, en fait. On manque de monde, tout simplement. Et donc, ça complique également l'équation de la Fed. D'abord, la Fed a quand même baissé ses taux, donc elle prend acte du fait qu'effectivement l'inflation n'a pas explosé, même si la pression reste là, mais elle ne peut pas aller très vite, parce qu'encore une fois, avec son logiciel habituel, compte tenu de ce qui se passe sur le marché du travail, il mollit, mais en même temps l'offre de travail ralentit, elle ne peut pas aller très vite dans la baisse des taux. Il y a le dossier taux, et puis il y a aussi faire pression sur les entreprises, par exemple sur l'immobilier, pour pousser par exemple les investisseurs institutionnels qui n'achètent pas de maisons individuelles. Il intervient directement désormais, Donald Trump, dans la stratégie des entreprises. Est-ce que ça peut faire peur à certains investisseurs qui pourraient se dire bon finalement on ne respecte pas forcément les contrats, ce qu'on avait dit, je préfère le marché européen? Si je reprends mon point de début, Davos 2025, l'année dernière, c'était vraiment focalisé sur l'agenda de dérégulation des Républicains. Et finalement, on s'aperçoit un an plus tard que sur beaucoup d'aspects, la dérégulation n'a pas eu lieu et qu'au contraire, on a une espèce d'interventionnisme massif dans le fonctionnement habituel de l'économie américaine. Est-ce que ça peut recréer l'incertitude pour les investisseurs? Oui, et une chose que tout le monde oublie, sur cette fameuse question de l'attractivité du territoire américain et de l'attraction d'entreprises sur le territoire américain pour, entre guillemets, battre les tarifs. Battre les tarifs, c'est très compliqué quand on ne sait pas, d'un jour sur l'autre, d'un mois sur l'autre, quels tarifs seront appliqués. Et on retrouve cette incertitude aujourd'hui. Si vous ajoutez l'interventionnisme dans le fonctionnement des entreprises, ça fait beaucoup. Il nous reste une minute, on a eu les chiffres de la croissance chinoise cette nuit, 5%. Qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre? Magique. L'important, c'est la composition. Et ce qui s'est passé quand même en 2025, et ça, c'était pas du tout attendu, c'est que la croissance, elle tient essentiellement grâce aux exportations. Et donc la Chine a répondu en fait à la guerre commerciale américaine en investissant encore plus fortement dans certains secteurs très tirés par les exportations vers des marchés tiers. Et ce qui manque, entre guillemets, toujours la stratégie chinoise, c'est cette fameuse transformation vers une économie tirée davantage par les services, par la consommation. Pour l'instant, ils n'y sont toujours pas. Ils cherchent et continuent à se focaliser sur l'exportation. Alors, ils sont bloqués sur le marché américain, ils vont vers d'autres marchés, et ça, c'est un problème pour nous en Europe. Un grand merci Gilles Mouek d'avoir été avec nous.